Bonjour à tous et bienvenue sur votre rendez-vous de l'Agora des directeurs juridiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour. Mickaël, vous êtes dessinateur de presse et vous êtes porte-parole de l'association Cartooning for Peace. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. C'est normal et vous allez aborder la thématique la liberté d'expression à l'heure des réseaux sociaux. Avant de démarrer l'interview, est-ce que vous pourriez revenir sur votre parcours et surtout ce qui vous a amené à devenir dessinateur de presse ? Alors écoutez, donc je m'appelle Mickaël Tramoni Kaparos, je suis né en Tunisie, où j'ai passé presque 25 ans de ma vie. Et en fait, pour aller rapidement, comme beaucoup d'enfants, j'ai commencé par dessiner, mais moi je ne me suis pas arrêté. Et on va dire qu'il y a eu deux périodes très fortes dans ma vie. Une première à 5 ans, où j'ai arrêté de croire au Père Noël pour commencer à croire au Père Lachaise. Ça a été la première chose, ce qui me disposait à devenir un dessinateur humoriste. Et puis la deuxième, c'est qu'à l'âge de 12 ans, au lycée Carnot où j'étais, le lycée laïque et républicain français où j'ai fait mes études en Tunisie, il n'y avait pas du tout de bande dessinée. Et un jour, je ne sais pas par quel miracle, laïque, mais un miracle quand même, j'ai vu au CDI une bande dessinée, j'avais 12 ans, j'ai pris ça et c'était Le Grand-Duduche de Cabu, le regretté Cabu. Et le Grand-Duduche, c'est une bande dessinée qui existe toujours, que j'invite tout le monde à regarder. Et Cabu racontait son histoire lui-même dans une école à Châlons. Et quand j'ai vu ce dessin, moi qui à l'époque ne connaissant Tunisie, il n'y avait que Mickey et Pif, quand j'ai vu le dessin, l'humour de Cabu, à 12 ans, je me suis dit, je veux faire Cabu comme métier. Et à partir de là, j'ai tanné mes parents et c'était un peu compliqué, mais pour faire court, quelques années plus tard, quand je suis arrivé à Paris, dans ma chambre de bonne, en me faisant jeter un peu partout, en présentant mes dessins, un jour, je descends du Canard enchaîné où je m'étais fait jeter et je vois arriver Monsieur Cabu. J'ai 20 ans. Et c'est la première fois que je le rencontre, exactement. Je lui déclare mon amour. Il rigole, il était vraiment super sympa. C'est une superstar, Cabu, quand même. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de me faire jeter. Il m'a dit, regardez ce que personne ne ferait. Il m'a dit, montre-moi tes dessins. Il a rigolé, il m'a dit, c'est un peu jeune pour le Canard, mais il m'a dit, je monte un journal qui s'appelle La Grosse Bertha. Si tu veux, tu viens avec moi. Et voilà comment j'ai démarré ce métier et comment je suis devenu pendant des années ami avec Cabu jusqu'à sa fin tragique. Et voilà en gros mon parcours. Depuis, je suis sur Paris. Depuis, je fais des allers-retours, bien sûr, en Méditerranée, parce que je suis quand même un Méditerranéen. Mais je travaille donc en freelance. Je fais beaucoup d'interventions en direct, que ce soit à la télé, que ce soit dans des entreprises, à la radio, etc. Et voilà, rapidement. Et quelle est votre histoire par rapport à l'association Cartooning for Peace ? Quand je suis arrivé sur Paris, j'ai eu la chance de rencontrer, venant de Tunisie, un jour Jean Plantu. Donc il se trouve que l'association Cartooning for Peace a été créée en 2006 par Jean Plantu, le dessinateur évidemment célèbre du Monde et d'autres journaux. Et avec Kofi Annan, à l'époque, c'était le secrétaire général des Nations Unies. Et l'idée en 2006 a été de créer cette association. Pourquoi ? Parce que on s'est aperçu, on le savait, mais beaucoup de dessinateurs qui font ce métier particulier de dessinateur de presse se font emprisonner, persécuter dans des pays. Il faut être honnête, malheureusement, très souvent, ce sont des pays qui sont des dictatures. Donc l'idée a été de se dire que Kofi Annan a dit à Plantu, mais essayons d'essayer de vous fédérer un maximum de dessinateurs du pays, de tous les pays, pour faire quoi ? Quand on apprend qu'un de nos collègues dans un pays est emprisonné, persécuté, qu'est-ce que fait l'association ? Eh bien, d'abord, on avertit les médias, on commence, nous, à se mobiliser, on fait des dessins, bref, on essaye de mettre de la lumière. Alors, bien sûr, on ne peut pas aller faire la guerre, mais enfin, l'idée, c'est d'arriver un petit peu à appeler les consciences. Bien sûr. Je dois vous avouer que quand même, dans les faits, c'est que ça fonctionne, même si, parce qu'ils détestent que ça se sache. Donc l'idée est un petit peu de faire ça. Pendant des années, donc j'ai eu bien sûr, j'ai accepté ce privilège et j'ai fait partie de ça. Et pendant des années, on a beaucoup travaillé avec Cartooning for Peace dans cette action, on va dire, de protection, de pédagogie du dessin de presse et de la protection. Mais il y a quelque chose qui a vraiment bouleversé à tout jamais, d'abord l'existence du dessin de presse en France et Cartooning for Peace, ça a été les attentats contre Charlie. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, alors que nous, associations, on travaillait à l'étranger dans
des dictatures, des dessinateurs de presse, en plein Paris, se font tuer parce qu'un groupe intégriste a décidé qu'il ne fallait pas dessiner ceci ou dessiner cela. Ce qui est incroyable, c'est que, évidemment, ce n'est pas le gouvernement français qui s'est attaqué aux dessinateurs, mais c'est un groupe. À ce moment-là, nous, en tant que, outre la perte d'amis, etc., ça a vraiment été bien sûr très choquant. On a continué à faire notre métier, mais au bout de quelques mois, l'Éducation nationale s'est tournée vers Cartooning for Peace, au bout de 6-7 mois, en appelant à l'aide, en disant, écoutez, on a des réactions absolument incroyables dans nos collèges et dans nos lycées. Est-ce que des dessinateurs de presse accepteraient de venir faire un peu de pédagogie pendant 2 heures, des ateliers, rencontres, pour parler de tout ça? Bon, Jean Plantu m'a dit, est-ce que tu serais d'accord? C'est pas notre métier, nous, d'aller comme ça. Mais on s'est dit, nos amis sont morts, on y va. Et effectivement, malheureusement, ça dure depuis 10 ans maintenant. En plus du travail, sous l'égide de Cartooning for Peace et de l'Éducation nationale, tous les ans, on va dans les écoles, dans les lycées, de 4e jusqu'en terminale, même dans des prisons, pour faire pour sensibiliser sur ces problèmes-là. Voilà comment ce travail alors avec ça, Cartooning for Peace a rajouté, on va dire, cet aspect pédagogique qui existait avec des outils incroyables pour pouvoir parler aux collégiens, aux lycéens, aux plus grands, pour essayer de bien montrer l'importance et ce qu'est le dessin de presse, et essayer comme ça de dénouer des fils, et beaucoup évidemment d'abord de choses qui ne vont pas, c'est-à-dire beaucoup de gens ont une idée fausse de la réalité des choses, ont des idées reçues. Donc le but pour nous, y compris quand on va devant les élèves, c'est d'abord de libérer la parole, et je peux vous dire qu'elle se libère extrêmement vite, mais surtout surtout ce qui est terrible, c'est de constater combien il y a une méconnaissance des sujets, et avec des actions et des propos qui sont parfois très tristes de la part de Français, de jeunes Français, d'entendre ça. Donc c'est un travail que l'on continue. Ça montre que c'est utile ce que vous faites, oui, et qu'il y a une vraie demande. Absolument. Il y a une vraie demande, et que ce soit, même si des fois on a l'impression que c'est une goutte d'eau, mais c'est pas grave. Quand moi je vois des adolescents venir me voir après en me disant, monsieur, j'avais pas vu ça comme ça, mais je pensais que vous aviez insulté, les dessinateurs avaient insulté les musulmans, mais je m'aperçois que vous dénoncez les intégristes, etc. Donc, c'est une interprétation, en fait. Absolument. Mais c'est très important de remettre, je ne vais pas dire l'église au milieu du village, puisque, en l'occurrence, on va parler de laïcité, mais bon. En tout cas, c'est important de remettre les choses au point. Et est-ce que vous êtes accompagné aussi d'experts juridiques pour aider, justement, quand vous avez un de vos dessinateurs qui... Absolument, absolument. C'est certain que toutes les armes, on va dire, légales, toutes les possibilités qu'a Cartooning pour essayer d'avancer des pions, pour essayer on les utilise. Alors c'est sûr que c'est rarement instantané, mais on a quand même remarqué que ça porte... Et puis vous savez, d'une certaine manière, il y a des cas où il y a des femmes, par exemple dessinatrices, qui sont très exposées dans des pays surtout intégristes, etc. Le fait de parler beaucoup d'elles, d'une certaine manière, les protège. Voilà, donc on essaye de travailler beaucoup dans ce sens-là. C'est super intéressant. Et pour vous, est-ce que les réseaux sociaux, globalement, ont renforcé ou affaibli cette liberté d'expression? Alors ça, c'est un gros vaste sujet qui serait très très long, vraiment, si on devait vraiment... Si je dois avoir une réponse un peu lapidaire et un peu rapide, non, je pense que malgré les apparences, c'est pire. D'accord. Alors, maintenant, il faudrait que j'ai le temps de développer, mais la base même, soi-disant, de tous ces groupes-là, on peut prendre le plus simple, de Twitter à Facebook, tous les fondateurs, c'était on rapproche les gens, tout ça, etc. C'est une très belle idée. Mais sauf que quand on ouvre, on voit bien qu'il y a besoin de modérateurs. Qui dit modérateur? On l'a bien vu avec l'histoire de Twitter, par exemple. Qui a voulu supprimer complètement les modérateurs. Voilà, donc maintenant, M. Elon Musk, qui a récupéré tout, lui-même est devenu, c'est lui qui décide qui prend pas. Donc en fait, ça n'existe pas. Il n'y aura jamais de possibilité d'avoir une liberté. En tout cas, le problème qu'il y a, la liberté d'expression, nous sommes très attachés à cette valeur-là. Mais cette valeur-là, elle doit être fatalement encadrée. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, la problématique qu'il y a, c'est que pour nous, si je parle de nouveau là en tant que dessinateur, quand c'est arrivé, ça paraissait être une aubaine extraordinaire, vous imaginez. Ne serait-ce que quand on travaillait, avant déjà, quand on était dans son atelier, quand on démarrait,
On faisait son dessin, on allait porter le dessin à la rédaction ça, parce qu'on n'était pas connu. Après, le jour où on nous a envoyé, on nous envoyait un coursier, c'était déjà extraordinaire. On était déjà plus. Et alors le jour où il y a eu Internet, où paf, on fait son dessin, ça s'en va directement. C'est juste impressionnant de par la rapidité, etc. Donc ça, c'est les aspects positifs. Évidemment. Autre aspect, on se dit dans un premier temps positif, c'est que ça va permettre de divulguer son dessin beaucoup plus. Mais nous sommes en train de parler d'un métier spécifique, oui. le métier de dessinateur de presse. Et là, je profite justement de ce moment pour rappeler des choses très basiques rapidement sur le dessin de presse. Le dessin de presse, ce n'est pas de l'illustration. Le dessin de presse, c'est un métier particulier qui consiste à dire on va parler de l'actualité. Un dessinateur de presse travaille sur l'actualité. Par exemple, un grand dessinateur comme Sampé n'était pas un dessinateur de presse, il ne s'occupait pas d'actualité. Il parlait de l'actualité de la vie. Mais un dessinateur de presse va utiliser l'actualité comme étant son terreau. Donc déjà, nous sommes tributaires de l'actualité. Notre métier, on doit donner un avis, comme on va dire, comme si c'était un édito, sur une situation de l'actualité, et de préférence avec ce fameux petite chose incroyable qui est un peu d'humour. Oui. Voilà. Alors, il n'y a rien de plus subjectif que l'humour, on le sait, puisque ça va dépendre de chacun de nous. Déjà dans une petite pièce, déjà dans une chambre, déjà dans une salle, on n'aura pas tous le même humour, c'est logique. Alors, quand moi, à l'époque, il n'y avait que des journaux, les personnes qui achetaient un journal dans lequel il y avait, par exemple, les dessins de Mikaya, il était assez rare, à moins d'être masochiste, que le gars achète un journal qu'il déteste ou s'abonne à un journal qu'il... Donc les gens, en fait, qui achetaient des journaux, c'était plutôt en terrain conquis. Oui. La différence qu'il y a maintenant avec ça... Exactement. Là, la différence, c'est que tout d'un coup, notre dessin s'en va un peu partout et effectivement, il va être lu potentiellement par des gens qui n'ont même pas cherché à le voir, puisque nous-mêmes, on reçoit des choses qu'on n'a pas... Voilà. Donc, que faire face à ça? Est-ce qu'on va imaginer qu'on va trouver un humour qui va plaire au monde entier? Impossible. Nous savons déjà que ça va poser des problèmes, c'est une évidence. Maintenant, double problème lié au réseau, c'est qu'avant, quand je faisais partie d'un journal, si quelqu'un, ce qui pouvait arriver, n'était pas content de mon dessin, il devait prendre une feuille, écrire « Monsieur le rédacteur en chef, le dessin de Mikaya est un... Comment osez-vous » Il devait fermer tout ça, mettre une enveloppe, aller à la poste, il fallait que le gars soit énervé pour le faire. Là, maintenant, en une seconde, on fait des clics et anonyme, voyez. Donc, ça a bouleversé tout ça. Maintenant, que faire face à ça? Nous sommes dessinateurs de presse. Notre travail, c'est de faire rire, sourire, rictus, ça va dépendre du type d'humour, avec des choses qui ne sont pas drôles, c'est-à-dire l'actualité. C'est ça la chose. Et l'actualité est à 90% négative pour la plupart du temps, malheureusement. Exactement. Donc, c'est bien ça la difficulté. Notre métier, il est là. Or, en même temps, est-ce que vous pensez qu'il y a des dessinateurs de presse en Corée du Nord? Depuis que Poutine est au pouvoir, est-ce qu'il y a des dessinateurs de presse? Non. Pourquoi? Alors, en tout cas, s'il y a des dessinateurs, ils vont se plier en disant que tout est magnifique. Donc, ce ne sont pas des vrais dessinateurs de presse. C'est-à-dire des gens qui vont pouvoir donner leur avis. Parce que nous savons bien qu'il faut être dans une certaine démocratie pour qu'on tolère que le président, la liberté d'expression. Et vous verrez bien qu'à la façon, souvent, et ce n'est pas de l'égotisme, à la façon dont un pays traite ses dessinateurs de presse, on voit son niveau justement de démocratie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les pressions sont fortes. Et il peut y avoir des pressions d'ordre religieuse dans certains pays où des groupes vont dire « Eh bien là, non, nous décidons, nous voulons que... » Et la France, qui est laïque et républicaine, donc la laïcité, je le rappelle, ce sont des trucs basiques, mais enfin, c'est le fait que chacun, entre autres, mais enfin, chacun peut croire, ne pas croire, sa religion, etc. En tout cas, il y a une séparation entre l'Église et l'État. Et en fait, il n'y a pas une religion quelconque qui va imposer sa loi en termes de politique. Par exemple, c'est pas parce que Macron est catholique qu'il va dire tous les Français doivent aller à la messe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour reprendre le cas de la France? Et ce qui nous intéresse par rapport au dessin de presse, c'est que depuis, donc il y a 10 ans, avec les attentats de Charlie, donc un groupe d'intégrisme religieux qui, au nom de l'islam et de Allah, ont tué des dessinateurs de presse parce qu'ils avaient dit qu'ils ont décidé qu'il y avait des sujets et des dessins qu'on ne devait pas faire. Donc, c'est-à-dire une négation complète de la liberté d'expression à la France, une des valeurs de la France, et surtout le fait qu'à un moment donné, il y a une chose que la France a gagnée de haute lutte, qui est très importante, parce que ce n'était pas le cas avant, c'est-à-dire le droit au blasphème. Le blasphème étant le droit de se moquer de tous les sacrés.
tous les sacrés. Hein. Donc ça, quand l'Église catholique apostolique romaine, qui était donc la base de la religion en France, quand elle était au pouvoir, le blasphème était interdit. Donc ça a été mis au fur et à mesure, et maintenant, effectivement, il y a donc cette frange intégriste de l'islam qui essaye d'attaquer les dessinateurs de presse sur ce domaine-là en disant « vous parlez de tout sauf de religion, il y a des choses sacrées, etc. » Donc nous, en tant que dessinateurs de presse, il y a deux solutions. Nos amis sont morts. Aucun de nous n'a envie de devenir des martyrs laïcs. Quand moi, je vais dans les lycées, que je fais de la pédagogie, que je montre aux élèves les caricatures, que je montre que, ils n'en les ont pas vues, hein, mais que je les fais raisonner, que bien sûr, si ma religion m'interdit de dessiner, par exemple, le prophète, je ne le dessinerai pas. Mais c'est pas parce que ma religion m'interdit que quelqu'un d'autre qui n'est pas de la même religion peut le dessiner. Sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait que tous les principes dans une religion soient applicables à tout le monde. Et si en plus, si on les applique pas, on tire sur les gens, on va dire que c'est le contraire de l'humanité. Donc, quand on travaille et qu'on fait ça, et que des professeurs laïcs essayent de faire la même chose et qu'ils finissent égorgés, comme M. Paty ou son collègue, vous comprenez bien qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait. Du coup, ça veut dire que ça amène à des limites. Alors, la seule limite, à part la trouille, la peur, si on se met des limites, je pense que c'est l'intégrisme qui a gagné. Donc chacun, moi je donne aucune leçon à personne. Et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui disent, moi je me retire, moi je fais plus rien, c'est trop tard, je ne veux pas, j'ai trop peur. Je comprends. Moi, je vais vous dire une chose en tant que dessinateur de presse, la seule limite que j'ai, car nous avons des limites en France, hein, nous avons des limites, nous avons la liberté d'expression. Moi qui viens de la Tunisie, qui était une dictature pire, il y a pire que la Tunisie, hein, mais du temps de Ben Ali, voilà, c'était quand même une grande idée. D'ailleurs, le blasphème était interdit, mais donc, quand je suis dans un pays où la loi, je suis la loi. Vous adaptez à la culture. Eh ben, moi, effectivement, on se dit à ce moment-là, écoutez, c'est très simple. Si nous, on se dit ça, on va continuer à parler des autres sujets, sauf ceux, par exemple, qui concernent l'intégrisme musulman. Je rappelle que les dessins qui ont été faits contre l'intégrisme a été fait parce que l'intégrisme s'est invité dans l'actualité en faisant des attentats. On ne s'est pas réveillé un matin, on veut insulter des musulmans. D'ailleurs, on n'a jamais insulté des musulmans. Si vous regardez tous les dessins, mais les gens ne les reconnaissent pas, hein, ou alors sont de mauvaise foi pour certains, parce qu'il y a un vrai discours, hein, salafiste, qui veut essayer d'imposer des idées. Bon, quand on regarde tout ça, on voit que nous travaillons sur l'actualité. Si on décide, OK, on risque notre vie parce qu'ils sont violents, on ne va pas parler de ça, quoi qu'il arrive. C'est le début de la fin, parce que vous comprenez bien qu'on ne négocie pas avec le terrorisme. L'intégrisme et le terrorisme, c'est deux choses. Si on commence à négocier, tous les pays qui ont essayé de négocier avec les intégristes se sont fait manger. Même mon pays de cœur, la Tunisie, qui était musulman, un pays musulman, mais qui n'était absolument pas intégriste, après le départ de Ben Ali, a sombré dans l'intégrisme. Ça ne s'est pas fait en 10 jours, ça s'est fait en plusieurs années. Les mécanismes sont les mêmes. Donc, quand on voit les mêmes mécanismes qui sont tentés en France, le gouvernement, heureusement, est du côté de la liberté d'expression, de la laïcité, et il faudrait continuer à être ferme. Mais ce qui est très important par rapport à nous, c'est de se dire que si on abandonne, c'est une victoire. Alors, nous devons tous lutter parce que c'est une question pour tout le monde, hein, d'intégrité, et c'est surtout le fait que la liberté d'expression, elle concerne tout le monde, pas que les dessinateurs. Nous, demain, on peut disparaître, mais si on disparaît, on est en fait, il y avait une journaliste qui avait trouvé un mot que je trouvais assez juste, on est des fantassins de la démocratie. On est en première ligne. Souvent, dans des pays où il y a justement par exemple, soit une dictature qui rentre, ce sont les artistes et pratiquement les dessinateurs de presse. Depuis que avant Poutine, il y avait des dessinateurs de presse. Maintenant, il n'y en a plus aucun qui puisse faire son métier. Donc, souvent, c'est ça, ce sont eux qui sont attaqués, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que ce sont des dessinateurs et pas tout à fait des journalistes, et tant mieux, parce que déjà, un dessin, c'est fort. Oui. Et voilà, on peut le lire. Vous donnez Donc, votre avis il faut continuer à se battre pour ça, parce que c'est un combat pour tous. Et je rappelle aussi, rapidement, que nous avons la liberté d'expression en France, mais que bien sûr, pour revenir à votre question, nous avons des limites. Mais cette limite, pour nous, doit pas être dictée par un groupe religieux, qui va décider, ou par un groupe de pression, ou par un lobbying. La seule chose qui nous a, c'est la loi. Alors. Il y a des dessins que moi, en tant que dessinateur en France, je n'ai pas le droit de faire, et ce sont des dessins qui sont des dessins. Si je fais un dessin avec un barbu ou quelqu'un avec une kippa et j'écris au-dessus « mort aux juifs »,
Ce dessin, je n'ai pas le droit de le faire, heureusement, c'est de l'antisémitisme. Appel à la haine raciale, le racisme, etc. Donc il y a des lois qui font que, bien sûr, nous sommes tenus, nous avons une liberté d'expression restreinte, mais restreinte par la loi. Et vous parliez des conférences que vous faites au sein des lycées, collèges et autres. Pour vous, quelle est l'importance justement de l'éducation à l'esprit critique? On parlait d'interprétation et à la tolérance dans un contexte actuel qui est quand même assez compliqué, où les dessins peuvent être mal interprétés. Comment vous placez le curseur par rapport à... C'est la priorité absolue. Oui. Et on a bien un problème. C'est ce que vous avez dit dès le début. Dès le départ, à un point d'ailleurs, comme moi j'ai débarqué, ça fait 10 ans malheureusement, et on continue. C'est un peu comme les Restos du Cœur. On pensait au départ que ça, mais non, ça continue, ça fait, on va célébrer, on va pas dire faire, on va célébrer les 10 ans des attentats. Et on continue à avoir besoin, et des nouvelles générations qui ont les mêmes idées, et des fois même pire parce que le temps a passé, et on ne sait plus rien. Il faut que ça s'ancre dès qu'on est jeune. Tout de suite, parce qu'après ça. Et puis surtout, en même temps, c'est le rôle. Pourquoi c'est important? Moi, je trouve qu'aller dans les écoles, parce que normalement, l'école, c'est l'endroit, normalement, si tout se passait laïque et républicain par excellence, c'est-à-dire dans lequel on devrait censément apprendre à lire, écrire, compter, bon, ça c'est déjà, mais au moins à penser, c'est-à-dire simplement à dire que, oublions là où on est autour, c'est-à-dire effectivement des familles parfois radicalisées qui viennent dire non, mon fils ne doit pas se mettre à côté d'une femme, non, qui va imposer on va dire à l'école républicaine laïque des choses qui ne sont pas tolérables, avec des enfants qui seront aussi, ou des adolescents qui seront aussi, parce qu'il y a une part de rodomontade liée à l'adolescence, très content de défier le système, mais en même temps, il y a des choses qui sont dites. En travaillant le plus en amont possible, en essayant de faire cette pédagogie, en essayant de montrer que tout ça, il y a vraiment une manque de connaissances. Et le problème qu'on a, c'est que dans des situations comme ça, il n'y a jamais un seul vecteur. Et justement, la vie est tout sauf noire ou blanche. C'est pour ça que c'est ça qui est très important. Plus il y a des nuances, enfin la vie est pleine de nuances. Donc le souci, c'est que quand on arrive comme ça, on a une dégénération. Moi, ça fait, voilà, comme je vous dis, 9 années. Je m'aperçois que, effectivement, et c'est pas un jugement de ma part, je constate la réalité. Je vois une jeunesse de plus en plus sur les réseaux, qui lit de moins en moins, qui a de moins en moins de vocabulaire. Le nombre de fois, puisque moi j'échange, je suis pas là en professeur, je fais que leur poser des questions et je les vois bien, ils ont envie de participer, mais nombre de fois où je vois des gamins de 16 ans me dire monsieur, oui, je sais, oui, je sais, mais parce que je sais pas comment dire, je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'ils ont du mal. Et si c'était un cas, je vous en parlerai pas. C'est récurrent. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus même de problèmes des fois cognitifs. C'est-à-dire avec alors, donc on se dit comment faire, puisque nous tout ce qu'on demande c'est le raisonnement. Le raisonnement, tirer des fils. Si ça, c'est ça, alors ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Or, moi, l'avantage, je ne suis pas professeur. Je suis un dessinateur qui vient discuter avec eux. Donc, je suis un peu à part. Deuxièmement, moi, sur les 2 heures, j'ai un peu de temps de tirer des fils spécifiques. Et je vois bien que c'est une habitude qu'ils n'ont pas. Et que même, de temps en temps, en suivant, ils ne voient pas du tout et ils arrivent à la logique. Donc, on a un problème parce que plus une foule, on va dire, plus un peuple n'est pas éduqué, c'est-à-dire dès la base, au sens pas éduqué comme on est bien d'accord, c'est pas une dictature, mais pas éduqué aux choses nobles, c'est-à-dire de la pensée, de la rhétorique, de l'idée, de la nuance. De la prise de recul. De la prise de recul, de se dire, tiens, j'ai de l'ouverture. Or, vous voyez bien que tous les réseaux, ça nous pousse, et encore plus une jeunesse, à faire du binaire. Je like ou je like pas. Et le problème, c'est que plus on voit un sujet et on passe du temps dessus, plus c'est ce qui est poussé du coup dans notre algorithme. Et donc, ça nous renforce une idée reçue sans avoir une et c'est pour ça, exactement, pour revenir à ça. C'est la dangerosité des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je suis assez pessimiste. Donc, je dirais même, je suis devenu dessinateur humoriste, vous voyez, même si on essaye de faire rire. Il vaut mieux rire que pleurer. De toute façon, c'est la seule façon. Au bout d'un moment, il y a des choses qui nous dépassent. Bien sûr. C'est d'ailleurs ça, la force du dessin de presse, depuis toujours, si on regarde bien. C'est le fait que, au fond, c'est la revanche de ceux qui n'ont pas de pouvoir, de se dire à un moment donné, on va ricaner de ça,
Alors bien sûr, pas pour moi, chacun a son humour, hein. C'est ça qui est intéressant. Oui. Il y a plein d'humour et chacun fait son choix. En ce qui me concerne, le mien, pour ceux que ça intéresse, moi ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'être assez nuancé. Comme je dis souvent, moi je prône plutôt le poliment incorrect. Voilà, ça c'est ma définition. Le poliment incorrect, ça me va bien. Et j'essaie de pousser souvent des raisonnements. Donc quand on regarde un de mes dessins et qu'on fait un petit rectus un peu comme ça, je suis assez content, c'est ce que je recherche. L'idée que si à partir d'un dessin, on peut à la fois se dire « Ah ben oui, c'est ça, ah oui, bon, voilà », essayer à la fois de faire réfléchir, de faire sourire. Et bien sûr, ça, pour en aller jusqu'au bout, si on part de ce principe qu'un dessinateur de presse parle de l'actualité, eh bien, peut-on rire de tout? Oui. Oui, parce que l'actualité, c'est un tout. On peut rire de tout, à condition qu'on soit dans le cadre de la loi. De la loi. Mais oui, il faut parler de tout. Il n'y a pas de sujet tabou. Si on considère qu'il y a un sujet tabou, à part ce que je vous citais de la loi, c'est déjà la fin de tout. On commence déjà à renier cette... Donc oui, il faut être capable, en termes de liberté d'expression, de vivre dans un contexte qui va l'autoriser. Or, ce contexte-là, sans même parler de l'intégrisme religieux, même parfois dans certains jeunes que je vois, avec même une montée d'un certain wokisme extrêmement, qui devient très, très, très sectaire, dans lequel il n'y a plus, tout est blanc, tout est noir, et donc il n'y a plus... Il y a même, je vois des jeunes qui se retrouvent en disant, qui ont des pensées très binaires, et voilà, et si on doit rapidement parler du conflit israélo-palestinien, moi, quand je me retrouve avec des gens qui sont, on dirait, des matchs de foot, c'est-à-dire allez Israël, allez Palestine, voilà, on est juste dans ça, sans argument, et tout n'est pas binaire. Il n'y a pas les méchants ceci et malheureusement, comme et tant la mieux. politique aussi. Exactement. Tout est question de subtilité. Et on n'est pas dans un système, malheureusement, qui pousse à la subtilité. On est dans un système qui pousse à la caricature, mais pas la bonne. Pas celle que nous aimons. Est-ce que vous souhaitez nous faire passer un dernier message, peut-être positif, malgré tout? Ah, écoutez, bien sûr. Pour conclure cette... Oui, le message positif, c'est que, déjà, vous voyez, je peux m'exprimer. Oui. Donc ça, c'est déjà très bien. Il y a des pays où je ne pourrais pas le faire. Deuxièmement, si je rappelle vraiment ça, c'est que ce que je dis, ce dont on a échangé aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas une histoire simplement de chapelle. C'est ça. C'est pas une question de ça. Parce que, d'abord, le fait de regarder du dessin de presse, et si je dois encourager ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à faire, c'est regarder du dessin de presse. Regardez, parce que déjà, c'est juste fun, c'est bien, il y en a plein. En plus, c'est d'un accès très facile maintenant. Et Mikaïa, ça s'écrit M-Y-K-A-I-A, pour ceux qui voudraient savoir. Le lien, ah ben parfait, voilà, je plaisante, hein, mais l'idée c'est de se dire, plus on en regarde, plus on va déjà découvrir plein de choses, et c'est comme des humoristes à la télévision, il y en a pas beaucoup, donc c'est très important, et ça va nous permettre aussi, d'abord, c'est une façon aussi d'être en contact avec l'actualité, et c'est aussi une façon de se dire, dans notre vie de tous les jours, à un moment donné, on place quand même l'humour et cette capacité de dérision et d'autodérision a une certaine valeur cardinale, parce que je peux vous dire que dans les pays où on ne rit pas, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Et comme je vous dis, quand on a vécu dans des pays qui n'étaient pas des démocraties, même si tout est perfectible en France, hein, bien sûr, oui. Mais je peux vous dire que il ne faudrait pas qu'on se laisse absolument endormir ou inversement qu'on tombe dans des travers et on ne se rende pas compte que nous avons besoin de lutter pour cette liberté d'expression et dans le respect des autres, bien sûr, mais surtout dans on va dire cette chose absolument énorme et qui est de se dire rions-nous les uns les autres, voilà, pour qu'en plus du pain quotidien, nous ayons notre rire quotidien, on va dire, et ça c'est important. Merci beaucoup, Mikaïa. Merci à vous, d'avoir répondu, à bientôt j'espère. Et à bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés.